Bonjour messieurs, dames. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jeannot, Hostellerie de l'Ours, j'ai une petite auberge dans la vallée de la Barousse. La vallée de la Barousse, c'est le croupion de l'Europe, mais c'est très beau. Il y a 25 villages, plus beaux les uns que les autres. Et ma petite auberge est située au milieu. Et pendant tout le repas, je raconte des poèmes, des monologues et des couillonnades. Et mes CD me servent donc à faire un peu de publicité pour mon hostellerie. Et alors, nous faisons à l'hostellerie de l'Ours des spécialités, ceux qui sont venus le savent, et je vais vous dire, si un jour je devais créer un nouveau restaurant, je le ferais du côté de Marseille. Oui, et je me spécialiserai dans la bouillabaisse, parce que c'est le seul plat français qu'on peut facturer la rouille au prix du fer forgé. Alors, chez moi, dans mon auberge, comme j'ai 9 petites chambres que j'ouvre l'été, l'été dernier, une anecdote, il est venu un couple de Marseillais en pension, comme ça, et le premier jour, ils m'ont observé, vous savez, ils n'étaient pas bien à l'aise. Et le second jour, ils ont vu quand même qu'ils avaient affaire à un joyeux drille, alors ils m'ont pris en sympathie. Et le gars, l'après-midi, c'était en plein mois d'août, il y avait du monde un peu à l'extérieur, sur la terrasse. Il me dit, monsieur, je ne peux pas rester sans rien faire. Moi, j'étais content, j'ai dit, tiens, il va m'aider à servir. Il me dit, je monte donc faire la sieste. Sa femme, qui avait un peu honte, à un moment donné, quand il est monté, elle est venue me voir, elle m'a dit, vous savez, monsieur, mon mari est tellement feignant que quand il me donne une gifle, il n'ouvre même pas la main. Ouais. Le gars, il vient, il me dit, un jour, il me dit, tu sais, Jeannot, j'ai eu la nuit de noces gâchée par la superstition de ma femme. J'ai dit, ah ouais, pourquoi? Il m'a dit, au petit matin, elle m'a dit, François, pas 13 fois va, ça peut porter malheur. Tous les jours, à 13h, la dame se mettait, avec lui d'ailleurs, dans un canapé, il regardait la télé chez moi. Lui, à 1h01, il dormait. Lui, il n'avait rien à foutre du journal télévisé. Elle, c'était une amoureuse du journal télévisé. Il fallait qu'elle le regarde tous les jours. Le 4 ou 5e jour qu'ils étaient là, il était 1h15, elle le réveille en sursaut et lui dit « François, regarde, pendant le journal télévisé, il passe des séquences pornographiques. » Et lui, il faisait aller les ailes, il dit « Ouh !» Il dit « Marie, quand tu regardes le journal télévisé, mets-toi les lunettes, tu vois pas, c'est Fidel Castro qui mange une banane. » Oui, heureusement qu'on a applaudi avant, comme ça on est tranquille. Hein? Parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, vous m'avez attrapé un jour où, accablé de paresse et de mélancolie, je rêve dans un lit que je suis fagoté comme un lièvre sans os qui dort dans son pâté. Je vois que vous connaissez tous Bayrou. D'ailleurs, vous savez que, je vous le dis parce que je vais le faire, je vais faire de la politique. Et oui, Bayrou en fait aussi. Oui, Bayrou, que tout le monde connaît. Ah, il respire l'honnêteté, le type. Bayrou, dommage qu'il ait le souffle un peu court. Oui. L'autre jour, à la radio, il a dit « Je ne sais pas mentir ». Moi, je pense que c'est un type qui se sous-estime, ça. Hein. Ouais. Il paraît que la semaine dernière, il était chez un spécialiste des oreilles à Pau pour se faire remettre des autochtones comme Chirac, vous savez. Parce que depuis qu'il n'entend plus parler de lui, il pense qu'il devient sourd. Ouais, il y a 2 ans et demi, messieurs, dames, rappelez-vous, on a élu, je dis bien on, moi j'ai pas voté pour lui, mais on a voté, on a élu un petit avec les oreilles pointues. Monsieur Talonnette, de Nagy, Bosca, Sarkozy. 2. Ah oui, il est tout seul, mais c'est 2. Voilà, vous savez, Sarkozy, on peut tout dire, mais après tout, ce n'est que le résultat d'une érection. Sarkozy. Alors je vais faire de la politique, car je me suis aperçu que faire de la politique à l'heure actuelle, c'était facile, ça pouvait rapporter gros,
Et même quand on a la même prise dans le sac en train de voler, on est impuni. Et quand on est puni, on est amnistié, comme Guy Drut. Alors je me suis dit, Jeannot, tu n'auras qu'à suivre la route droite, tu es sûr de n'y rencontrer personne. L'autre jour, chez moi, il y a un vieux monsieur, il m'a refroidi. Il m'a dit, méfie-toi, Jeannot, en France, nous avons la classe politique la plus studieuse d'Europe. Je suis resté un peu quoi? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est qui te fait dire ça? Oh, il m'a dit, ils sont tous en examen. Alors, je vais vous dire, le petit aux oreilles pointues qu'on a élu, ou qu'on n'a pas élu, mais enfin qu'on n'a pas voté, ben il est là, il faut faire avec. L'autre jour, il a dit quelque chose que vous l'avez entendu à la télé, mais il faut se le remémorer. Il a dit, on ne prête qu'aux riches. Et il a rajouté, on a raison, les pauvres remboursent difficilement. Ouais. Vous avez vu qu'il a un bras plus long que l'autre dans toutes les mairies. Vous avez vu la photo? Il a un bras plus long que l'autre. Oui. Il a un bras long pour prendre loin et partout et un court pour donner à ses amis qui sont autour de lui. Ouais, vous savez, tous les hommes, je dis bien tous les hommes politiques, ont des idées propres car ils en changent comme de chemise. C'est vrai, c'est... Quand il est allé en Arabie Saoudite, le petit aux oreilles pointues, le roi Faisal, parlant de lui, a dit « c'est un cheval fougueux ». Effectivement, l'autre, il ne le savait pas. Mais quand il était encore plus petit, Sarkozy, il faisait du cheval sur son teckel. Ouais. Sa biographie ne le dit pas, mais il a été ceinture noire de karaoké, le type. Oui, oui. Je suis en colère parce qu'on m'a volé une affichette que j'avais mise dans les toilettes chez moi. Vous savez, quand on est assis, on s'emmerde, alors on lit. On me l'a volé. J'avais marqué « Celui qui de ses mains créa ce lieu d'aisance fit pour le genre humain beaucoup plus que Sarko pour la France. » Et son fils, le prince Jean, vous savez, et il y a un journaliste qui lui a dit Monsieur Sarkozy Junior, parce que maintenant ça vient comme en Amérique. Vous savez, on vous appelle Junior maintenant si vous êtes second. Monsieur Sarkozy Junior, pour vous, qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Et le petit blondinet, il a dit mon papa m'a dit que faire de la politique, ce n'était pas résoudre les problèmes, c'était éviter que les gens en posent. Ah, tout le monde ne suit pas, là. Je crois qu'il y aurait un peu plus d'applaudissements. Et Ségolène, vous la connaissez, Ségolène? Ségolène. Ah, Ségolène. C'était la moule de Hollande, Ségolène. Eh bien, je vais vous dire, les idées de Ségolène sont comme les ailes d'une autruche. Ça l'aide à courir, pas à s'envoler. Un jeune étudiant lui demandait « Madame Royale, pour vous, qu'est-ce que le socialisme ?» Elle a répondu « C'est le jour où tous les Français auront un domestique. » Elle s'est disputée avec le président du club de 3e âge de Millau. Un petit bonhomme, tout chauve, avec le bras gauche en moins. Oui, oui. Oh, mais avec une gueule, je vous dis pas. Hein. Ils se sont disputés quand il y a eu la présidentielle. Il lui a dit « Madame Royale, vous, au Parti Socialiste, vous êtes comme les radis. Un peu rose dessus, un peu blanc dessous, et depuis que vous êtes alliés avec les Verts, vous êtes un peu creux. » Il lui a dit « Moi, Madame Royale, je suis un type de gauche. D'ailleurs, j'ai perdu le bras gauche. Et le jour que je mourrai, je passerai l'arme à gauche. » Il lui a dit « Dans ma vie, Madame Royale, j'ai voté qu'une seule fois à droite. C'était en 81. J'ai voté Mitterrand. » Eh bien, il a rajouté « Eh bien, Madame Royale, je l'ai eu dans le cul. » Voilà.
Et en 2002, quand les copains sont venus, ils m'ont dit, José, il faut voter Jospin. Je leur ai dit non et je ne suis pas encore cicatrisé. Vous savez qu'au PS, il y en a une, on appelle la première secrétaire. Je crois qu'elle est de Lille. Hein? Elle s'appelle Martine. Moi, en famille, comme ça, je l'appelle le cocker. Voilà, ça c'est Valentin, mon petit-fils. Tout à l'heure, il va vous raconter l'histoire. Eh bien, Martine, je vous le dis parce que ça pourrait servir à certains, est en train de brader les vestes en peau retournée. Oui, oui, oui. Vous savez qu'il y a un problème entre Fabius et Frêche. Ouais. Frêche aurait dit, il n'a pas une tête très catholique. Bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je vais vous dire, la réalité, vous voulez la savoir? Eh bien, Frêche a dit à Laurent, il lui a dit, eh Laurent, passe à l'ombre, au soleil les merdes sèches. Oui, on parlait des vestes en peau retournée. Le monsieur Besson. Vous le connaissez, Besson? Besson. Je vais vous dire, avec un type comme ça, l'échelle des valeurs est en train de perdre ses barreaux. Sur son bureau, il a un petit camion des pompiers et toute la journée, il fait papon, papon, papon. Vous savez que Fabius a déménagé. Je l'ai entendu ce matin à la radio. Fabius déménage. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Fabius et de son déménagement? Alors il paraît qu'il habite la même rue, là, mais il est passé du 43 au 109. Au 109. Oui, avec... Le petit, comment il s'appelle? Le petit Bensonneau, c'est ça? Non. Besançonneau. Oui, Besançonneau. L'autre jour, s'adressant à un groupe de facteurs, il leur a dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez être augmentés. Tout le monde l'a applaudi. Il leur a dit, vous y étiez 6, vous serez 7. Avec le petit Besançonneau, là, je pense qu'il n'y a pas que son vélo qui a les roues voilées. Hein. Il y a même ses idées. Et celles qu'il présente. Ça, c'est le petit Besançonneau. Et Arlette, vous la connaissez, Arlette? Arlette, celle qui s'est présentée 15 fois. Oh, si elle se présente encore une fois, il faudra la suivre avec un seau et une serpillière, hein, celle-là. Mais hier soir, elle a dit quelque chose qui est vrai. Elle a dit, les pauvres sont plus souvent volés que les riches, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Il y en a un qui a été ministre pendant 2 mois au début du quinquennat. Vous vous rappelez? Le chevelu de Bordeaux. Oui, comment il s'appelle déjà? Juppé. 2 mois il est resté. Et vous avez vu ce qu'il a dit en partant? Il a dit, je peux partir la tête haute, personne ne me doit rien. Ouais. Alors, qui dit Juppé dit Bordeaux, qui dit Bordeaux dit Bègle, c'est collé. Bègle et Bordeaux. Qui dit Bègle dit mariage de 2 mâles il y a 4 ans de ça. Eh bien, moi, je m'imagine, messieurs, dames, un enfant de 6 ou 7 ans, ou 8, s'adressant à ces 2 messieurs et demandant au curé de Bègle, mon père d'Étroit, qui c'est ma mère? Vous vous rappelez la photo de ces 2 messieurs sur les quais de Bordeaux, sur le port? Ils sont beaux tous les 2, ils sont radieux, ils sont assis sur une bite d'amarrage.
Avant, quand on faisait de la politique, il fallait savoir de quoi on parle. Il y avait des débats publics sous les préaux des écoles publiques laïques et républicaines. Maintenant, c'est creux comme une barrique. Prenez au hasard, tiens, le Parti communiste. Eh bien, avant, au moins, on avait un supermarché. Après, on a eu un Super U. Et maintenant, on danse devant la buffet. Alors là, c'est mon petit-fils. Là, il faut bien écouter. À l'école primaire, à la récréation, on se donnait des coups qui parfois laissaient trace. La classe de seconde attaquait la première. Ah, qu'il était beau le temps de la lutte des classes. Il est à l'école de son grand-père. Bon, on va terminer avec la politique, mais on ne peut pas terminer sans me parler du borgne. Celui qui ne dort que d'un œil, vous savez. Il a de la chance, celui-là. Le jour qu'il mourra, il n'aura qu'un œil à fermer, lui. L'autre jour, il y a un monsieur, il m'a dit, Jeannot, une seule solution, il faut voter Jean-Marie. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, papy, avec Jean-Marie, nous risquons d'avoir le pain, le vin et les châtaignes. Oui, les gens du Front National, ils s'engagent tous dans la marine à l'heure actuelle. Ça n'a pas beaucoup réagi, là. Marine. Bon, si vous le voulez bien, Daniel fait un quart d'heure de culture. Moi, je vais faire 1 minute de culture. Vous savez que Jacques Lang, Fourchu, le conseiller de Ségolène, il avait dit que dans toute manifestation publique, il fallait de la culture. Et bien voilà, 1 minute. C'est moi qui vais vous interroger. D'où vient l'origine du mot croque-mort et quel était son rôle au Moyen-Âge? Voilà. Oui, c'est la dame qui vient de gagner la montre en bois du Mexique de 17 kilos. Ouais. Effectivement, le croque-mort, c'était quelqu'un qui mordait le gros orteil du mort pour savoir s'il y avait une réaction, puisque c'était une époque où on enterrait des gens vivants. Et la condition sine qua non pour être croque-mort, ça peut paraître désuet de nos jours, mais il fallait avoir les dents de devant saines. Oui, parce que l'espérance de vie était entre 30 et 40 ans à cette époque-là. Et à partir de 20 ans, voire avant, on avait les dents gâtées, voire pourries. Oui, il y a 1000 ans et plus, il faut se remettre dans le contexte. Et alors on disait toujours la famille du croque-mort. Pareil que le mari officier, sa femme pouvait le faire aussi dans la mesure où elle avait les dents saines. Et un jour, c'est elle qui va donc chez un monsieur qui était décédé. Et quand elle arrive là, c'était un cul de jatte. Il n'avait plus de jambes. Donc elle a mordu l'endroit le plus sensible qui restait à mordre. Et c'est depuis ce jour-là qu'on appelle ça les pompes funèbres. Aujourd'hui, je suis en verve. Je vais donner... Il n'y a pas beaucoup de messieurs, ils sont en train de regarder le match des 6 nations. Là. Je vais, pour ceux qui y a dans la salle, là, je vais leur donner une recette. Les autres vont en être jaloux. Et, messieurs, ne prenez plus du Viagra. C'est dépassé. Moi, je vais vous donner une combine qui ne coûte pas un rond et qui est bien meilleure. C'est le vinaigre. Oui, ça durcit le cornichon, ça ramollit les oignons et ça fait ouvrir les moules. Vous savez, dans ma vallée comme ça, j'ai souvent des gens qui se rencontrent et ils se rencontrent chez moi. C'est-à-dire que les jeunes ont fait toute leur carrière ailleurs, Metz, Lyon, Paris, etc.
et à la retraite, voire avec la vieillesse, ils reviennent là où ils sont nés. C'est un peu comme les saumons, ça remonte un peu, vous voyez, le temps. Et alors, l'autre jour, il y avait 3 papis qui discutaient. Ils ne s'étaient pas vus depuis une 50aine d'années. Et il y en a un qui dit aux 2 autres, il dit, ben voilà, moi je suis dans le sport. Moi, dans le jeu et dans le sport. Il ne peut pas y avoir un match de rugby ou un match de foot que je ne regarde pas. Le tennis, je fais moi-même de la pétanque. Et alors, tout ce qui est Scrabble, tout ce qui est belote, alors là, je suis toujours prêt, partant, et je suis imbattable. Le second, il dit, moi, je suis dans le jardinage et dans la fleur. Voilà, moi, chez moi, alors, poireaux, carottes, navets, céleri, oignons, pommes de terre, et alors les fleurs, oh, les pensées, et vas-y, et il énumère et tout ça. Et le troisième, il dit, moi, je suis dans la recherche. Les 2 autres, ils sont un peu étonnés. Ils le savaient intelligent, mais pas à ce point. Moi, je suis dans la recherche. Le matin, quand je me lève, je cherche les pantoufles, après je cherche les lunettes. C'est dans un bar de Lourdes qui est spécialisé dans les belotes, dans les trucs comme ça, mais ça se termine en général vers les minuit. Il y a un gars, il se fait chaque fois engueuler par sa femme parce que lui, il rentre, c'est toujours minuit pile, puisqu'elle sait que le truc firme à minuit, il faut qu'à minuit... Putain. Et cette fois-là, je gagne, je perds, je t'en rejoue, rebelote 10 de DR, 1h30, il était encore au café. Oh là là, il dit à ses copains, il dit, ma femme va me tuer. Là, c'est le divorce assuré, je suis cuit, et il commence à devenir triste. Alors ses copains, quand même, de le voir comme ça, il y en a un qui lui dit, écoute, moi je vais te donner la combine que j'emploie, moi. Voilà, quand tu rentres, tu n'allumes pas. Tu te déshabilles, tu te mets tout nu, et au lieu de te coucher en passant par le haut, tu rentres par les pieds. Et tu commences à lui embrasser les petits orteils, après tu montes au mollet, tu t'arrêtes un peu au genou, l'intérieur des cuisses, n'oublie pas l'intérieur des cuisses. Alors après tu passes un grand moment au rond-point du bonheur. Voilà. Et en général, tu verras une gâterie comme ça, c'est super, ça lui est jamais arrivé, tu es sûr qu'elle te dira rien. Il rentre, il se déshabille, il va au pied du lit et il commence à monter en embrassant d'abord les petits doigts de pied, il embrasse les mollets, le genou, les cuisses, il s'arrête au rond-point du bonheur et là il bricole un petit peu, mais là il est étouffé, vous savez, sous les draps. Alors il ressort comme ça et il va vers la salle de bain parce qu'il voulait se laver les dents parce qu'il avait le cheveu dans la langue. Et alors, juste il ouvre la porte, sa femme qui sort. Il pousse un cri, il fait « Ah !» Sa femme qui lui dit « Hé, ferme ta gueule, j'ai maman qui est malade, je l'ai couchée dans notre lit. » Vous savez, à Mauléon-Barousse, juste après-guerre, après la guerre de 14-18, est arrivé tout un contingent d'Italiens pour travailler. Et alors, bien sûr, ces hommes-là faisaient des travaux ingrats, c'est-à-dire ils faisaient l'agriculture, la maçonnerie, carrelage, etc., et le bûcheronnage. Chez nous, ils faisaient bûcheron. Et donc, ils se sont installés, certains ont monté des entreprises, etc., qui existent toujours à Mauléon-Barousse. Vous avez donc des noms à consonance italienne. Et dans les années 50, 49, 50, 51, il y a un second contingent qui est venu, des jeunes. Et là, parmi eux, il y avait un petit gars qui s'appelait Mario. Et alors, il a, le pauvre diable, il avait qu'un costume. Pour aller travailler, il se le mettait à l'envers. Et le dimanche après-midi, puisqu'il n'y avait que le dimanche après-midi à cette époque-là, il se le mettait à l'endroit. Et il avait des sandales en corde, vous savez, où il avait mis du pneu dessous, pour pas trop s'user, vous savez. Et pour le dimanche, il avait réussi à s'acheter une paire de chaussures noires. Vous savez,
immaculé, mais d'une brillance, je ne vous dis pas. Et il était toujours avec un bout de chiffon, il fallait que ce soit de la laine, il était toujours en train d'astiquer les chaussures vernies, là. Et alors, et il faisait danser, puisque c'était un bel Italien, 24 ans, pensez donc, il faisait danser toutes les filles des villages qui se réunissaient à Moléon. Mais vous aviez la fille, la maman de la fille, la grand-mère, je ne vous dis pas à cette époque-là, hein. On ne risquait pas, on avait des crises de paludisme, nous les mecs, mais on ne risquait pas de faire du bricolage comme maintenant. Hein. Et alors, Mario faisait danser toutes les filles. Les belles, les moins belles, il faisait danser tout le monde, mais ce couillon, il leur disait « Mario, il sait la couleur de la culotte que tu as. » Toujours, il leur disait. Et ça tombait toujours juste. Elle est blanche avec des petits pois. À une autre, il lui disait « Elle est rose avec des petites fleurs. » Et un jour, il y a une petite nana, on aurait dit un petit cochon rose, vous savez, avec, elle avait des robes amidonnées avec des pleines de, comment ça s'appelle, les jupons. Ouais, il y avait au moins 5 jupons. Mais alors, vous savez, elle était déjà laide au saut de l'utérus, celle-là. Oui, oui, elle était laide par la grâce de Dieu. On aurait dit que son père l'avait achetée en pièces détachées, qu'il n'avait pas su la remonter, vous savez. Et alors, elle lui dit, « Mario, tu me fais danser ?» Et Mario, il fait danser toutes les filles, les belles et les moins belles. Et il danse. Il dit, Mario, tu vas me dire la couleur de ma culotte? Et seulement ce que Mario ne savait pas, c'est qu'elle était allée aux toilettes, elle s'était enlevée la culotte, la cochonne. Oui, oui, oui. Et alors Mario dansait et il regardait les pieds, parce que c'était avec le reflet des chaussures qu'il voyait. Et Mario commence à devenir blanc, mais de plus en plus blanc. Alors Mario, tu me le dis pas, la couleur de ma culotte, la petite, le petit cochon rose. Et Mario n'arrive pas à trouver, alors il la ramène au groupe de filles qui étaient avec elle. Il dit, Mario, alors tu me le dis pas, la couleur de la culotte, hein? Et c'est la première fois que ça m'arrive, mais je sais pas. Il dit, j'en ai pas, Mario. Et Mario, il dit, oh, belladonna, tu me sauves. Je croyais que j'avais un pli à la chaussure. Vous savez, messieurs, dames, ça existe encore des couples qui se vouvoient, les enfants vouvoient les parents se vouvoient entre eux, et des couples jeunes. Je vous dis ça parce que j'ai eu ce genre de couple chez moi. Ils avaient 7 gosses. Elle devait avoir 30 ans, il en avait 32 ou 33, et ils se vouvoyaient, et les enfants vouvoyaient les parents. Ce que je vous dis est vrai. Moi qui ai un esprit un peu tordu, j'ai dit quand même, je me demande comment ils font au lit. Je pensais qu'ils se tutoyaient. Et un jour, j'étais seul, j'étais au téléphone sous les escaliers, là, ceux qui sont venus voir à peu près où c'est, le couple montait en se vouvoyant, alors qu'il n'y avait personne. J'ai dit, putain, quand même. Alors, dans mon esprit tordu, voilà ce que ça donne. Jules, venez ici. Mais oui, madame la baronne. Jules, déshabillez-vous. Mais oui, madame la baronne. Jules, couchez-vous près de moi. Mais oui, madame la baronne. Jules, pénétrez-moi. Mais oui, madame la baronne. Oh, Jules, quel plaisir. Madame la baronne permet? Mais oui, Jules, tout ce que vous voudrez. Que madame la baronne écarte les cuisses un peu plus. Oh, Jules, quel plaisir. Madame la baronne, les cuisses, un tantinet plus, s'il vous plaît. Mais dites donc, Jules, vous voulez y rentrer les testicules? Oh non, madame la baronne, je veux les sortir. Vous savez, des fois, on me dit, où c'est que je vais trouver mes couillonnades? L'autre jour, mon petit Valentin, mon petit-fils, il vient et me dit, papi, à l'école, on a appris les rimes. Oh, j'ai dit, c'est bien, Valentin, et qu'est-ce que t'as dit à ta maîtresse? Et moi, je lui ai dit, Valentin le coquin. Ah, j'ai dit, ça rime, c'est bien, mais c'est court. Oh, il me dit, mon copain Mathéo, il a fait long, hein. Il a dit à la maîtresse, je suis allé à la pêche à la grenouille, j'avais de l'eau jusqu'au genou. Et la maîtresse lui a dit, mais ça rime pas. Et mon copain lui a dit, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau.
Nous sommes des générations qui avons tous appris les sources. Les sources de la Garonne, Val d'Aran. Tout le monde connaît le plateau des 1000 vaches. Eh bien, au plateau des 1000 vaches, je me suis laissé dire que tous les paroissiens étaient dévots. Tiens, j'étais assis tout à l'heure à côté de mon copain qui n'entend pas trop bien. Enfin, ceux qui sont derrière le voient, il a plus un cheveu. Alors ça me fait penser à quelque chose. Un pou sur la tête d'un chauve, c'est... Un pou sur la tête d'un chauve, c'est... Un sans-abri. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un optimiste et un pessimiste? Ouais, le verre à moitié plein, à moitié vide, oui, effectivement. L'optimiste le voit à moitié plein, l'autre le voit à moitié vide. Moi, j'ai une autre version. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, je dis, l'optimiste dit, à l'allure où vont les choses, avant la fin 2010, on va finir par manger du caca. Et le pessimiste dit, il n'y en aura pas pour tout le monde. La meilleure définition de l'amant, est-ce que vous la connaissez? L'amant. L'amant est un braconnier qui cesserait d'être intéressant s'il devenait garde-chasse. Et la fidélité, est-ce que vous connaissez? Définition... Ah non, elle dit, putain, dis donc, qui c'est le mari? Fidélité, démangeaison avec défense de se gratter. Un cheval a beaucoup lu Lamartine. Voyant pointer une grosse mouche à l'horizon, il déclame « Ô temps, suspends ton vol ». Alors ça, je vais le dire pour les petits jeunes. En travaillant physiquement, on devient plus vite et plus facilement bossu que riche. Vous savez, le 14 juillet, il y a eu, sur les Champs-Élysées, il y a eu un défilé avec des Indiens de l'Inde, pas ceux de la plume, hein, de l'Inde. Eh bien, en me grattant la tête, je me suis aperçu d'une chose. En Inde, seuls ceux qui appartiennent aux castes supérieures et les pantalons bouffent. Non, c'est tout minuté. Alors, je vais terminer. Vous savez, ceux qui me connaissent, qui sont venus chez moi, j'ai 4 ânes dans les 4 terrains qui entourent, au-dessus du car quand il se gare. J'ai Melba dans le petit terrain et derrière, j'ai Lune avec sa fille Lolita. Alors, l'autre jour, mon âne s'est disputé avec le cheval du voisin. Alors, c'est un grand cheval qui a eu gagné des courses et mon âne est tout petit, vous savez. Alors, moi, j'étais caché dans les fusains. Eh bien, je suis content que ce soit mon âne. Parce qu'il lui a dit, depuis qu'il y a le cheval vapeur, tes jours sont comptés, il lui a dit. Par contre, le monde restera toujours plein d'ânes. Paf. Bon, on va terminer avec Obama. Oui, parce que c'est Michel tout à l'heure, il a parlé d'Obama. C'était à Davos. Je crois qu'il était avec Poutine et chacun a voulu allumer l'autre. Alors, Obama avait porté avec lui une espèce d'hurluberlu avec les cheveux longs, le chapeau de cow-boy de l'ancienne, la veste avec des franges, vous savez, en peau de cerf, ou je sais pas, et le pantalon pareil. Et alors il lui a dit, allez, impressionne Monsieur Poutine.
Le gars sort une pièce de $, il la jette, il prend son pistolet, pam, au milieu. Comme tout le monde était un peu abasourdi, il regarde tout le monde et dit « Bill, Buffalo Bill ». Et il y a Poutine qui dit « à toi ». Il y a le Russe qui enlève son pantalon, il enlève son slip, il avait 5 quiquettes et 12 testicules. Oui, on aurait dit une grappe de raisin, tout ça. Et il lui dit « Bill, Tchernobyl ». Alors, ceux qui viendront le prochain coup manger chez moi, je vous promets, je vous montrerai un spécimen de la vallée de la Barousse, jeune, hein, une trentaine d'années. Il a toujours cru que Orgasme Mutuel, c'était une compagnie d'assurance. Alors dimanche prochain, vous le savez tous, je pense que vous le savez tous, messieurs, c'est la Saint-Valentin. Alors préparez le carnet de chèques. Ah oui, oui, oui. Il y a un gars, il voit en passant devant une fleuriste, il voit marqué sur la devanture en gros, dites-le avec des fleurs. Il rentre, il regarde que personne ne le voit ni l'entende, il dit « Mademoiselle, je voudrais des fleurs artificielles, c'est pour un mensonge ». Tout le monde le sait, l'amour commence toujours dans le champagne et finit avec la camomille. Vu les âges, messieurs, dames, puisque nous sommes tous du même club, vous direz à vos petits-enfants, parce qu'il y en a, ils ont ce genre de difficultés, ou à rire, petits-enfants pour certains, vous leur direz... Se marier jeune, c'est comme acheter un poêle en été. Ce n'est qu'en hiver qu'on sait s'il fume ou s'il chauffe. Dans ma vallée, où il y a 25 villages, il y a un village qui s'appelle Esbarèche. Et à Esbarèche, il y a... Bon, maintenant, il ne faut plus le dire, mais bon, c'est une naine. Il y a une naine qui habite là, mais en plus, elle n'a pas de chance, déjà qu'elle est petite, 1,2 m. Hein. Elle s'appelle Madame Semplette. Avec un nom comme ça, en étant naine, je ne vous dis pas. Hein. Et alors, Madame Semplette, vous savez, il y a 3 semaines de cela, nous avons eu droit à 5 ou 6 jours de pluie. Elle a téléphoné au docteur Miranda, qui se trouve à Louro-Barousse, au pied de la vallée. Elle lui a dit, docteur, ça ne peut plus durer. Chaque fois qu'il pleut, surtout quand il pleut beaucoup, eh bien, j'ai des irritations. J'ai des irritations à l'intérieur des cuisses, j'ai des rougeurs, et ça m'attaque même le sexe. Et on dirait que j'ai un slip à la moutarde, elle lui dit. Alors le docteur, il lui dit, eh bien, écoutez, et ça me le fait que chaque fois qu'il pleut. Il dit, écoutez, la prochaine fois qu'il pleut, vous venez même sans rendez-vous. Effectivement, comme il y avait 8 jours de pluie, elle s'est pointée dans son cabinet. Alors en plus, elle avait un ciré, vous savez, comme les pêcheurs d'Islande, avec un petit bonnet à en cirer aussi, là. Ça, on aurait dit un champignon. Et il lui dit, je suis Madame Semplette. Et il la connaissait, pensez donc. Il dit, je viens pour les irritations. Alors il la passe dans son cabinet. Il l'aide à monter sur l'espèce de lit, vous savez, qu'ils ont avec un petit cuir là-dessus. Il met un papier. Et elle était encore habillée comme ça. Alors il s'est mis un petit casque avec, vous savez, une lampe, comme les mineurs. Il a allumé, il s'est mis sous la robe, et au bout d'1 minute, il a dit « Madame Semplette, je sais ce que c'est, je vais vous soigner ». Il est allé dans un bureau, et il a trafiqué comme ça, il est sorti avec une grande paire de ciseaux de couturier. Vous savez, ces gros ciseaux. Alors il a rallumé le truc, il s'est remis sous la robe. Et là, cette pauvre Madame Semplette, qui était blanche comme une morte, elle avait une peur atroce, elle entendait « clash, clash, clash ». « Aïe, qu'est-ce que vous me faites, docteur? Oh mon Dieu !» Et au bout d'1 minute, le docteur lui dit « Ça y est, vous êtes guéri ». Il te la prend en poids, il la met par terre, il dit « Faites quelques pas ». Elle fait quelques pas, la petite naine. Il dit « C'est vrai, j'ai rien, qu'est-ce que vous avez fait, docteur ?» Il dit « J'ai raccourci vos bottes en caoutchouc. »
On est facilement to be comme ça, hein. Oui, dans la vallée de la Barousse, il se passe plein de trucs. L'autre jour, c'était au mois de novembre, je vais à Saint-Gaudens faire des courses, et je reviens, et je vais en cuisine, et je pose donc les cajots comme ça, les cartons, et avec mon cuisinier, on regarde. Et puis moi, un coup de fil, je pars. Quand je reviens, il y a mon cuisinier, Bernard, il me dit « Jeannot, vous avez mis le beurre où ?» Je regarde avec lui, pas de beurre. Je regarde la facture, pas facturée. Donc, je ne savais pas si je l'avais commandé ou si c'était une erreur. J'ai dit, écoute, pour se dépanner, je vais aller à Mauléon. Mauléon, Barousse, c'est notre chef-lieu de canton, vous savez. C'est un des plus petits de France, il n'y a que 110 habitants, à Mauléon, Barousse. Alors, je vais à Mauléon, il y a une épicerie ancienne. Vous savez, ça ne se fait plus. Il y a un comptoir, et dans cette épicerie-là, on ne se sert pas. Ce n'est pas une supérette. On vous sert. Alors l'épicier, c'est un petit bonhomme avec un bouc. Il a un tablier bleu, comme avant, vous savez, avec le pli. Il tient bien le pli, il a 2 ans, le pli, un beau pli. Et alors, c'est lui qui vous sert, vous savez. Les pois cassés, la chicorée, ça sent la vanille, l'homo, des odeurs qu'on n'a plus dans les supermarchés. Et alors, j'allais gueuler 2 kilos de beurre. Putain, entre lui et moi, il y avait une jeune femme de la vallée de la Barousse, je la connais. Mais c'est une nénette, je pense qu'il lui manque les 2 jours de février, vous savez. Oui, oui. Et elle était comme ça devant lui, vous savez. Et voilà. Alors l'épicier me faisait des gros yeux. Je sentais que ça voulait dire, elle est couillonne, c'est pas de ma faute. Alors moi, j'étais là, j'attendais avec patience. Et à un moment donné, la porte s'ouvre et il rentre un vieux monsieur. Je le connais, c'est un vieux monsieur de Barousse. Alors il était un peu courbé, vous savez. Alors, je ne sais pas si c'était l'arthrose, l'âge, ou la surprise de voir la dame. Visiblement, il la connaissait bien. Il lui dit « Bouh, Gertrude !» Il lui dit « Qu'est-ce que tu as grossi ?» Il ne faut jamais le dire ça à une femme. Hein. Qu'elle soit jeune ou vieille, on ne le dit jamais. Il ne faut jamais le dire. Et alors, elle était un peu énervée. Elle se tordait dans tous les sens comme ça. Elle lui dit « Écoute, papy, la semaine dernière, je suis allé à Lourdes-Barousse chez le docteur Miranda. Il m'a ausculté et il m'a dit « Gertrude, tu es enceinte de 7 ou 8 mois. Voilà pourquoi je suis grosse, papy. » Et le papy, toujours étonné, lui dit « Eh ben, et qui c'est le papa ?» Et l'autre vexé lui dit « Écoute, papy, quand tu ouvres une boîte de cassoulet, tu le connais, toi, le haricot qui va te faire péter ?» Chez ce docteur Miranda, il arrive toujours des trucs. Vous savez, c'est un gars qui joue bien de la guitare, il peint merveilleusement bien, il en est à sa publication de son 5e livre, ce que je vous dis est vrai là, hein. Et c'est un gars, en plus il a un diagnostic assez juste, donc il a une bonne clientèle, mais comme c'est un gars très doué, il fait de l'équitation et tout, souvent il y a des demoiselles, voire des dames, jeunes pour la plupart, qui vont tenter leur chance avec le docteur Miranda. Vous savez, elles sont malades, mais c'est un peu... Enfin, Et l'autre jour, il y en a une, elle se pointe, une beauté. Vous savez, bien élancée, des talons hauts, barésilles comme ça, une blonde, vous savez, les cheveux attachés derrière. Elle rentre et lui dit « Docteur, docteur, voilà, quand je suis en présence d'un homme qui me plaît, j'ai les seins qui montent. » Alors, avec toutes les maladies qui courent, je voudrais m'assurer que ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ben, le docteur, il dit, c'est la première fois qu'on me pose un truc pareil. Il dit, ben, enlevez le chemisier, on va voir. Et enlevez le soutien-gorge. Elle commence à s'enlever la robe. Elle s'enlève la culotte. Quand elle enlève le chemisier, le soutien-gorge, nu comme un verre. Elle s'enlève une espèce d'épingle à tricoter, vous savez, qu'elle avait dans les cheveux. Tout ça, ça se déplie jusqu'en bas des fesses. Une blonde, je ne vous dis pas. Elle avait une bouche, on aurait dit un sens interdit, vous savez. Elle lui dit, regardez docteur, regardez, regardez. Ouh, les seins qui montent, ouh, les seins qui montent. C'est grave docteur. Et le docteur qui avait la bave qui coulait, les yeux exorbités, il lui dit, je ne sais pas si c'est grave, mais c'est contagieux.
Ça, c'est dans un hôpital de Bordeaux. Vous savez, ces hôpitaux où il y a des couloirs qui font 100 mètres de long. Là, oui, on s'y perd. Vous savez, ces hôpitaux-là, énormes, comme à Toulouse aussi, il y en a. Et alors, il y a 2 chirurgiens fraîchement émoulus des écoles qui se promènent donc dans ce couloir. Alors, habillés de blanc, c'est la première fois qu'ils sont là. Le stéthoscope qui dépasse, vous savez, le nom, ils sont là, fiers comme Artaban, tous les 2. Et à un moment donné, ils voient au loin, comme ça, dans le même couloir, un papy. Il marchait les jambes écartées, mais très doucement, comme ça. Vous savez, il avançait très lentement, les jambes et les bras écartés, comme ça. Et il y en a un qui dit à l'autre, il dit, on va voir si on a un bon diagnostic. Il dit, moi, je te dis que ce type-là, il a les hémorroïdes. L'autre, il regarde, il dit, non, moi, je pense pas. Ça, c'est un testicule qui a tourné. Et alors, le papy avançait vers eux, et eux, pareil. À un moment donné, au moment de se croiser, il y en a un des 2 qui dit au papy, il dit, voilà, monsieur, nous sommes 2 chirurgiens fraîchement émoulus des écoles. C'est notre première journée et on va voir si on a un bon diagnostic. Mon collègue dit que vous avez les hémorroïdes. Et moi, je dis, non, c'est un testicule qui a tourné. Et le papy les regarde tous les 2. Il dit, ben, on s'est trompé tous les 3. Moi, je croyais que c'était un P. Bon, je ne sais plus comment on dit. Bon, il faut... Homosexuel, on peut le dire? Oui, parce que si on dit PD, on va en prison. Hein. Ouais. Alors, homosexuel, oui, c'est un homosexuel comme ça. Il vient en vacances à Lourdes et il voit un des vieux docteurs de Lourdes qui prenait sa retraite. Donc, il avait vendu son cabinet à un jeune médecin qui venait de Toulouse. Mais un beau gars, hein, 32 ans, vous auriez vu. Et alors, ils étaient en train de changer la plaque tous les 2. Passe ce petit homosexuel parisien, il voit ce jeune docteur, il dit « Mon Dieu qu'il est beau, il me le faut !» Et premier client, l'homosexuel. Le docteur, bon, il est dans son cabinet, il dit « Au suivant !» Il était tout seul, l'autre. « Au suivant !» Alors il rentre, il dit « Voilà, docteur, j'ai mal à mon petit trou. » Quand là, le docteur, il est un peu, vous savez, il dit « Écoutez, déshabillez-vous et mettez-vous à 4 pattes sur les tables qu'ils ont, vous savez. » Il dit, tout nu, docteur? Ben, comme vous voulez, mais enfin, il faut que je voie. Alors, il se déshabille complètement, il se met à genoux. Qu'est-ce que vous allez me faire, docteur? Mon Dieu, que vous êtes beau. Et le docteur, il se met le casque, là, avec ça, la lumière comme les mineurs. Il prend un écarteur, il lui met dans le trou de balle, avec une espèce de poire, il soufflait comme ça s'écartait, vous savez. Il regarde, il dit, effectivement, je vois quelque chose. Il prend une pince incurvée, comme ça, il tire. Putain, dis donc, une rose pompon. Il est étonné, et avant que son étonnement ait pris fin, le petit homosexuel, il dit, j'ai encore mal à mon petit trou, docteur. Quand l'autre, il rallume son truc, il regarde, il rappuie sur le truc pour écarter, il dit, effectivement, je vois encore quelque chose. Il tire comme ça. Un glaïeul, mais un beau glaïeul, hein. Là, il n'en revenait pas. Il dit, docteur, j'ai encore mal à mon petit trou. Quand il rallume, il regarde, une tulipe. Alors là, il n'en peut plus, le docteur. Il dit, mais écoutez, c'est pas un cul que vous avez, c'est un bouquet de fleurs. Et l'autre qui lui dit, oh docteur, je ne savais pas comment vous les offrir. L'autre jour, j'étais dans la salle d'attente chez le docteur Miranda. Il rentre une dame affolée. Il dit, docteur, docteur, oh mon Dieu, docteur, j'ai ma petite chatte qui perd ses poils, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le docteur, il la regarde, il devait être ailleurs, lui dit, vous arrêtez de faire du vélo, madame. À Lourdes-Barousse, c'est au pied de ma vallée où il y a les 25 villages, il se passe toujours des trucs. L'été dernier, chez un docteur, il y avait un Belge. Alors il était étonné que la salle d'attente de chez ce docteur n'était pas ordinaire. Vous savez, c'était tout capitonné. Il y avait une bibliothèque en bois ancien, vous savez, qui prenait tout le mur. Des portes étaient capitonnées aussi. Une moquette comme ça d'épaisse.
Ben, il n'y avait pas Paris Match sur les bancs, vous savez, sur les tables basses, là. Il n'y avait pas Paris Match et toutes ces couillonnades, là, nous deux. Et il était un peu étonné, le Belge. À un moment donné, sort un monsieur, très digne, un costume, il dit « C'est pourquoi, monsieur ?» Il dit bah, « Voilà, docteur, il dit le Belge. Il dit « J'ai le testicule gauche qui est très, très, très douloureux, docteur. » L'autre, il dit « Vous êtes belge ?» Il dit « Oui, vous l'avez reconnu, monsieur le docteur. » Il dit « Ben voilà, monsieur le Belge, je suis docteur en droit. » Oh, il dit, je ne savais pas qu'en France, vous étiez spécialisé à ce point-là. Vous savez, ceux qui sont venus chez moi le savent, je me mets en haut des petites marches qu'il y a et j'ai toujours le doigt levé. Toujours, je demande la parole comme quand j'étais à l'école, je demandais la parole et l'institutrice m'interrogeait ou ne m'interrogeait pas. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les institutrices qui lèvent le doigt et les petits qui disent « tu peux y aller ». C'est le monde à l'envers. Eh bien, ça m'a joué un mauvais tour. Oui, c'était au mois d'octobre, un bon quart. Ils étaient 50, ils s'arrêtent comme ça. Tout le monde commence à descendre. Putain, c'était des gens avec de belles têtes comme les vôtres aujourd'hui. Je me suis dit, Jeannot, tu vas te régaler puisque je prends plaisir à raconter. Putain. J'avais pensé trop tôt. Les 10 dernières personnes qui descendent de l'autobus, des gens très prudes. Vous savez, les femmes avaient de la dentelle au col, des croix en bois grandes comme ça. Ah oui, oui, c'était des gens très, très pieux. D'ailleurs, ceux-là, ils sont si pieux qu'on a dû en faire une clôture, c'est pour vous dire. Et alors, ils se sont assis, les 10, dans la même table. Moi, j'étais avec le doigt levé comme ça. Putain, une méchante qui était dans les 10, une maigre, vous savez, habillée de gris, avec la robe jusqu'en bas. Elle avait un chignon sur la tête comme ça. Une maigre avec des lunettes en fil de fer. Elle avait que 2 dents devant. Elle se lève, elle me dit « Monsieur, c'est pas bien de garder le doigt pointé vers le haut comme ça. » Je me suis un peu offusqué et je lui dis « Pourquoi, madame ?» Elle m'a dit « Parce que Dieu est partout. Et vous risquez de lui mettre le doigt dans... » Je lui dis, vous savez, madame, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors, comme on parle de Seigneur, on parle de pape, et vous savez qu'on a changé de pape. On en a un maintenant, il s'appelle Benoît XVI. Il faut préciser 16, parce qu'à Paris, il y en a un, il s'appelle 23, lui. Eh bien, l'été dernier, à la fin de l'été, à la journée internationale de la jeunesse africaine, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un stade bondé, il y avait 200 000 personnes. Le pape, avec sa voix nasillarde, il a dit, avec sa voix nasillarde, il a dit « Je suis votre nouveau berger ». Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Jeannot, méfions-nous, là on a affaire à un berger allemand. Hein ». Et alors, le dernier voyage de Jean-Paul hors de l'Italie, et ça tout le monde le sait, ça a été en 2004 à Lourdes. Vous savez également tous que Chirac est venu lui rendre une visite de courtoisie à Lourdes. Ce que vous ne savez pas, messieurs, dames, c'est que la femme du grand, Madame Pièce Jaune, celle qui dépense 30 francs pour récupérer 10 francs, ça je sais le faire moi aussi, hein. Elle est venue préparer le voyage de son mari la veille. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, on est passé à ras de la catastrophe, messieurs, dames. Quand Chirac est arrivé à Lourdes, il a trouvé Bernadette sous Bayrou.